Je m'appelle Mélanie Dumont. Je m'appelle Mélissa Larivière. Je m'appelle Benoît Vermelaine et nous formons la nouvelle cellule artistique du Cube. On vous souhaite la bienvenue à l'événement bilan des résidences du Cube, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse. C'est l'occasion pour nous de souligner à notre façon le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, une journée internationale phare pour le milieu, chapeautée par Scène d'enfance Assistège France. Le Cube se joint au mouvement du 1er juin afin de célébrer ensemble les écritures théâtrales jeunesse. Chaque printemps, le Centre de recherche invite les artistes indépendants, les collectifs, les compagnies qui développent un projet de création pour la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence à déposer leur candidature pour bénéficier d'un accueil en résidence au cours de la saison suivante. Une quarantaine de dossiers ont été analysés par nos jurys. Et comme 4 résidences de l'an passé avaient dû être reportées cette saison pour vous savez quoi, les jurys ont sélectionné 6 nouveaux résidents. Les choix ont été faits en fonction de leur originalité, de la qualité artistique et aussi de leur intérêt pour le développement de la discipline. Le Cube a aussi soutenu 3 autres projets spéciaux. Je m'appelle Marie-Ève Huot, je suis co-directrice artistique du Carrousel, compagnie de théâtre. Depuis 2015, les résidents du Cube qui développent des projets à partir des mondes de l'enfance ou de la petite enfance sont accueillis dans les locaux du Carrousel. C'est le cas de la compagnie Mammifère que le Cube a choisi d'accompagner depuis quelques années déjà. Cette année, nous avons choisi d'épauler le projet de balado Chanson pour le musée qui a été développé à partir de la toute dernière création de Karine Sauvé. Je m'appelle Karine Sauvé, directrice artistique de Mammifère. Ça fait quelques années de suite qu'on a vraiment cette chance-là de travailler au Cube. On a été invités, particulièrement là, dans cette année 2020 de pandémie, pour adapter le projet Chanson pour le musée, pour en faire vraiment quelque chose de plus pour les oreilles, pour un concert théâtral. Donc on a été vers le numérique, puis vers le balado, en 3 épisodes. Donc ça a été vraiment comme une chance de continuer un projet qu'on avait travaillé au Cube pendant je pense 3 sessions sur 2 ans dans la salle de répétition. Mais là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une pandémie. On veut faire quelque chose pour les gens, mais il me semble que ce serait vraiment pour les oreilles. Puis on a eu accès à l'espace, à l'équipement là, pour adapter notre écriture. C'est quand même un bon défi de passer d'un art de théâtre de matière, dans le fond, là, des silicones, des cheveux, à quelque chose de strictement sonore. En même temps, on était déjà en train de travailler avec les synthétiseurs, puis donc de sculpter nos sons électroniquement. Donc, on est quand même dans quelque chose de très texturé. Je suis vraiment fière de ce qu'on a fait en équipe pour adapter le projet puis le pousser plus loin. Puis maintenant, on va l'amener à la scène. Puis tout ce qu'on a fait émerger comme travail sonore, comme texture, comme univers là, avec les sons, tu sais, ça me réjouit beaucoup. Puis cette rencontre-là aussi avec Navet Confi, la complicité avec Nicolas Letarte, tu sais, c'est vraiment comme des musiciens aguerris. Puis on dirait que, ben moi, de pouvoir chanter librement dans cet univers-là, c'est comme si ça me donne beaucoup d'espace puis d'enthousiasme en fait. Chanson pour le musée, ça raconte une histoire dans le fond de séparation des parents. Mais ça raconte surtout un retour à sa solitude puis de quelle façon on peut habiter notre solitude. Puis l'héroïne, Karine Sauvé, est invitée par un psychologue à aller chanter au musée la nuit. Mais l'idée, c'est pas de juste chanter dans le musée, c'est de rencontrer une œuvre en particulier qui la fait vraiment résonner, là, qui la fait triper, puis de pouvoir donner à voir l'effet qu'elle a sur elle. Je pense que ça raconte beaucoup
des permissions de jouer qu'on peut se donner puis qui sont réparatrices, qui font pas de mal à personne, puis qui sont juste des permissions d'être. Est-ce que si on résonne avec l'art puis que ça nous fait du bien, on peut-tu comme y aller en retour? C'est comme danser sur de la musique, chanter pour une œuvre, c'est juste c'est ça, se donner de la place un peu, autant quand on est tout seul, que quand on est comme en rencontre avec une œuvre d'art, mais peut-être même avec le monde. C'est sûr qu'on a fait, ça a été moins facile cette année avec la pandémie, là. Mais tu sais, on a parlé à travers nos masques, on a parlé pareil. Nathalie de Rome de la compagnie Des mots de la dynamite nous avait proposé un projet formidable, à la fois ambitieux et riche dans ses pistes de recherche. Alors le Cube a senti l'urgence de soutenir l'approche singulière de cette artiste flamboyante dans le développement de son projet À quoi tu penses, Komolo. Mon nom, c'est Nathalie de Rome. Je suis la directrice artistique et générale Des mots de la dynamite, une compagnie interdisciplinaire depuis le commencement du monde. C'était ma deuxième résidence de l'automne parce que moi, en pandémie, ma réaction face à Réinventez-vous, je me suis dit, même si c'était un peu précipité, je vais aller travailler. Puis, pas dans l'idée de faire une vidéo ou quoi que ce soit comme ça, là, mais de travailler. Komolo. Komolo, ben ça vient de la chanson. Ma petite est Komolo, elle est Komolo vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais vous ne la rattraperez. Fait que c'est elle Komolo. Moi, ça fait pas longtemps du tout. Quelques années que j'ai compris que c'était pas Komolo, le nom d'une petite fille, mais non, c'était Komolo. Mais deux choses que j'ai compris sur le tard, c'est que moi, je pensais qu'on était en deux dimensions. Parce que c'est ça qu'on apprend à l'école. On est comme une feuille de papier sur laquelle il y a des choses écrites, et des ratures, des choses entourées, des to-do list qu'il faut pas oublier, des petits diagrammes sur le côté, des petits dessins quand on a le temps. J'avais vraiment l'impression que j'étais en deux dimensions. Ça m'a pris longtemps à comprendre. Non, je suis en trois dimensions. C'est extraordinaire. On est en trois dimensions. Il y a deux choses. Quand on regarde des livres pour enfants, quand ils parlent des émotions, c'est tout le temps très formel, les émotions. Si t'es fâché, t'es comme ça. En général, t'es rouge. Si t'es triste, t'es comme ça. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Les enfants, ils croient pas. Moi, je peux pas croire qu'ils croient aussi. Ils croient, c'est qu'ils essaient d'imiter ça. Mais ça, c'est une parcelle de la vraie émotion. La vraie émotion est justement en trois dimensions. Elle circule différemment dans le corps. Fait que c'est ça que je voudrais travailler. C'est un de mes dadas. Puis l'autre chose, c'est que j'ai lu des textes à propos de la communication. Ils disent, je me souviens plus du chiffre, 70 ou 75% de ce qu'on essaie de dire passe par notre corps et non pas par les mots qu'on dit. Ça me touche énormément, ça, dans la communication, dans le geste de communication. Fait que j'ai voulu travailler des dimensions de communication ou de corps avec de l'ombre, une espèce de castelet qui divise la réalité en deux. La réalité, comme un genre de petit magasin quand on jouait au magasin, dans le cabanon des voisins. Il y avait une porte qui se séparait en deux. Il y avait le côté magasin, mais en dessous, il y avait tout un monde invisible. Fait que je veux travailler des niveaux de monde invisible pour expliquer qu'on est fait en trois dimensions. C'était un peu, un peu trop vaste comme point de départ. Fait que, en pandémie, avec le push-push partout, je me suis mis à faire un petit peu d'anxiété. 2 semaines d'anxiété au Cube. Et en plus, il faut que j'en parle encore. Mais je ne le regrette pas, car maintenant, je sais quels outils j'ai besoin pour continuer.
Et suite à une longue méditation, le projet revient dans mon corps en 3 dimensions et j'ai hâte de continuer le combat. La création, je veux dire. Les résidents dont les projets s'adressent au public adolescent bénéficient de l'infrastructure du Théâtre Le Clou. Cette année, le jury a sélectionné le Théâtre du Fret pour un projet très particulier qui amalgame jeux masqués et numérique. Le jury était très intrigué de voir où iraient ses recherches. Je suis Alexandre Lheureux, directeur artistique et producteur au Théâtre du Fret. Je suis Isabelle Rancier, co-directrice artistique et comédienne. Ah, moi aussi, je suis comédien. Le titre du projet, c'est « Comment amalgamer l'art numérique au jeu masqué ». Le jeu masqué étant une des plus vieilles formes d'art et le numérique une forme Plus contemporaine, plus récente. On a voulu faire une rencontre entre ces deux formes-là pour un peu ébranler nos pratiques et pour voir où est-ce que ça pourrait nous mener. Comment, justement, le jeu masqué et le numérique pouvaient s'arrimer ensemble sans nécessairement voir l'objet, le masque physique comme tel. Donc, on voulait recréer des masques de façon numérique. On voulait se questionner à savoir qu'est-ce que le masque aujourd'hui, surtout dans notre art contemporain. On a fait appel à 2 spécialistes. Joanne Benoît, spécialiste en jeu masqué, et elle est aussi metteur en scène. Et Jean-François Boisvenu, qui travaille beaucoup en art numérique à la scène. On a pris des extraits du texte de Fabrice Melchior, Catalina Infine, qui traite de la quête d'identité. Puis on trouvait que ça avait beaucoup d'écho avec les réseaux sociaux aujourd'hui chez les jeunes. Le texte de Fabrice Melchior raconte l'histoire d'une petite fille qui a 2 visages. Donc on trouvait que c'était un matériel intéressant pour explorer ça. Ce qui est fun avec Jean-François, c'est qu'il est arrivé avec plein de propositions pour qu'on essaie des masques numériques. Donc, on a travaillé avec le green screen, on a travaillé avec la Kinect, qui est un capteur un peu de mouvement. On a travaillé des filtres déformateurs, on a travaillé... Qu'est-ce qu'on a travaillé d'autre? On a travaillé aussi avec les masques physiques, on filmait des masques, on les reprojetait sur écran. On a même projeté des masques sur notre peau, sur nos corps aussi. Oui, on travaillait avec la caméra live aussi. Des fois, on filmait un visage comme le visage de mon visage qui était projeté sur le visage, sur la tête de Vania. Ça donnait vraiment des super beaux masques. Ce qui est le fun avec la pièce de Catalina, c'est qu'elle a 2 visages et qu'on essayait de voir comment on faisait. C'est ça, comment on pouvait traduire les 2 visages en numérique. Vous savez, quand on fait une recherche, ça s'appelle la recherche, c'est pas pour rien. On cherche une esthétique, une façon de faire. Et puis après, si on part en création, il y a des petites choses qui vont rester de ça, des grandes choses aussi, puis il y a des choses qui vont être complètement écartées. Pour cette création-ci, on a fait une période de recherche en 4 étapes, mais ce qu'on voulait faire, c'était de garder la même équipe de la première production qu'on a faite, Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir. Donc, les mêmes comédiens, les mêmes concepteurs, et on ajoute Jean-François Boisvenu parce qu'on veut intégrer le numérique à cette nouvelle création. Nous serons donc en création du texte Catalina Infine de Fabrice Melchior. À la Maison de la Culture Mercier durant 3 semaines en septembre 2021. Et est-ce qu'il y aura du masque? On ne le sait pas. Le jury était très ému par le projet de Marie-Fanny Gay, qui voulait explorer un pan de son histoire familiale, l'histoire de ses 2 grandes tantes, Thérèse et Pierrette, qui ont vécu toute leur vie ensemble dans une maison. Mais en plus, la forme qu'elle recherchait était très particulière pour ados, car c'est une recherche assez muséale, petite forme, avec très peu de public à la fois. Je m'appelle Marie-Fanny Gay. Je suis interprète créatrice et dans le cadre de la résidence au Cube, je me suis prêtée au jeu de la mise en scène. Thérèse et Pierrette, c'est un projet super personnel que je porte depuis quand même longtemps. D'abord, il faut dire que ce ne sont pas Thérèse et Pierrette qui allaient à l'école des Saints-Anges, qui nous ont été amenées dans notre imaginaire par Michel Tremblay. Quoique elles ont vécu à peu près à la même époque, puis il y aurait peut-être des liens à faire entre elles. Mais Thérèse et Pierrette, qui sont à la base de mon projet, en fait, elles existent réellement dans ma vie. Thérèse, c'est ma grand-tante. Et Pierrette, c'est la personne avec qui elle a partagé sa vie.
je voulais d'abord raconter leur histoire, vraiment donner de la place à cette histoire-là qui a souvent été invisibilisée, ne serait-ce que dans ma famille, dans mon histoire personnelle, mais j'ai l'impression dans nos sociétés en général aussi. Donc c'est vraiment important pour moi de mettre la lumière sur cette histoire-là pour m'amener aussi à réfléchir à mon propre rapport aux configurations relationnelles préétablies. Comment moi, aujourd'hui, je pourrais aussi choisir de faire mon propre chemin par rapport à ce que j'entends d'une relation, ce que je souhaite d'une relation. Puis j'avais envie de réfléchir à l'amour durable. Est-ce que ça se peut encore? J'avais envie d'un projet qui allait chercher dans la lenteur aussi. Un des principaux objectifs que j'avais en venant en résidence au Cube, c'était de questionner la forme que ça allait prendre. J'étais vraiment inspirée par beaucoup d'images d'archives, des vidéos familiales, des photos, tout ça. Et j'avais envie d'explorer l'univers de la chambre noire, un endroit où on révèle les images dans la lenteur, justement. Et un endroit que moi j'associe un petit peu aussi à notre espace mental, là où on peut développer les images dans nos têtes aussi, comme notre imaginaire. J'avais envie d'explorer un peu la forme d'une installation performance. Et grâce au temps de recherche que j'ai eu au Cube, ça s'est encore plus précisé. Et ce projet-là, finalement, s'en va vraiment vers l'idée d'une exposition théâtrale, quelque chose d'assez muséal. Donc, comment raconter cette histoire-là à travers des objets, des images, des témoignages audio également. Ça m'a permis de vraiment prendre mon temps, me déposer dans ce processus-là. Et j'ai eu un conseil en tout début de résidence de la part de Benoît Vermeulen au Clou, qui m'a dit, alors qu'on essayait de se questionner un peu sur qu'est-ce que j'allais aborder pendant mes 2 semaines, et il m'a dit, n'essaie pas de trop analyser, de trop intellectualiser. Tu as une intuition, suis-la, fais confiance à ton intuition. Puis c'est vraiment ça que j'ai gardé tout au long des 2 semaines, là, tenter de pas trop apporter de réponse en fait, mais de vraiment écouter ce qui était au cœur de ce projet-là pour lui donner la chance de grandir. Le projet du collectif L'amour te reviendra, regroupant entre autres les artistes Christina Trosque et Céline Chevrier, présentait une équipe solide et une proposition de recherche très bien structurée. Le Cube a choisi de soutenir ce projet qui laissait deviner beaucoup de tendresse dans le travail avec la marionnette. Je m'appelle Christina Trosque et nous avons eu, avec notre collectif, une résidence au Cube pour le projet L'amour te reviendra. C'était la première fois qu'on a manipulé, qu'on était dans l'espace pour essayer l'histoire avec les marionnettes et aussi on devait tester la scénographie. Donc on a appris comment manipuler les marionnettes en particulier et aussi de savoir si l'idée de la scénographie qu'on avait conçue fonctionnait avec l'histoire. L'histoire, il s'agit d'une petite fille, Béa. C'est pas vraiment une fille humaine, mais elle a l'air d'une humaine. Elle habite toute seule dans la forêt et dans le fond, elle se cherche des amis. Et un jour, elle découvre une nid de mésanges et elle décide de regarder dedans et elle trouve un œuf. Et soudainement, elle décide de voler l'œuf, puis l'œuf se casse. Pour faire une cérémonie, elle allume une chandelle et elle s'endort dehors. Et tout d'un coup, il y a un papillon de nuit qui arrive, qui se brûle une aile sur la chandelle, puis qui tombe proche de Béa. Elle réussit à le soigner, puis un soir, en pleine lune, de la pleine lune, elle sort dehors avec le papillon de nuit, puis elle le libère, elle le laisse partir. Puis dans le fond, c'est ça. C'est ça l'histoire. Il y a du monde qui pense que c'est trop triste, mais c'est ça la vie. Des fois, on a des vœux, on cherche quelque chose, on espère pour quelque chose, mais ça marche pas. Mais il va toujours avoir autre chose qui va arriver à la place, qui va être aussi beau, aussi bien. Puis il faut juste rester ouvert. Avec la scénographie, c'est le directeur technique Nicolas Fortin qui nous a aidés à la construire. En fait, il
il avait vraiment des bonnes idées pour avoir des solutions parce qu'il y a une table tournante qui pivote aussi. Donc, il nous a construit ça et on a pu faire vraiment les tests pour savoir si ça marchait ou non. Et en fait, ça marchait très bien. On n'aurait jamais pu le faire aussi rapidement sans son aide. On a été confronté avec la matérialité des marionnettes et de la scénographie, que certaines choses que j'avais envisagées marchaient pas, que c'était impossible de faire avec la marionnette. Donc, il a fallu retourner un peu à qu'est-ce que je voulais dire, mettons, instant par instant, puis de trouver c'est quoi que les marionnettes pouvaient, comment ils pouvaient exprimer la même chose en changeant le mouvement, mettons. Donc, ça a été très... ça m'a chamboulé un peu au début, mais finalement, on a fini par trouver. Ça a fait qu'on a beaucoup exploré, en fait. Le projet Chronique du congélo est un des projets qu'on a dû repousser à cause de la crise sanitaire. Le jury l'avait sélectionné l'année d'avant pour son originalité, car il consiste à explorer la glace comme matière première pour les personnages de ce théâtre de pied. François Morin, comédien, auteur, un peu metteur en scène, puis artiste en création. Pierre-Louis Renaud, marionnettiste et comédien. Notre projet de création se nomme Les Chroniques du congélo. Donc, c'est un projet avec de la glace, des marionnettes de glace. Puis au Cube, on avait une résidence de prévue au printemps 2020. Donc ça, c'est juste avant, pendant la pandémie. Donc tout ça a été mis sur la glace, justement. Et on a repris, on vient de terminer, on sort tout juste là, en mai 2021, de notre semaine de résidence au Cube, où justement, on explorait des marionnettes de glace. On a eu un an un peu pour y penser. Puis je pense que ce qui a changé le plus en un an, après le moment où on a déposé pour la résidence, c'est de voir que c'était possible de concrétiser les trucs qui étaient bien théoriques. Parce que c'est drôle d'avoir l'idée de faire, on veut que ce soit des habitants d'un congélateur en glace qui doivent trouver une solution à la fin de leur congélateur. C'est la fin du monde pour eux, tout dégèle. Puis d'avoir cette idée-là sur papier, c'est autre chose que d'essayer de la concrétiser avec un vrai congélateur, de la vraie glace. Fait que c'était vraiment le choc de la théorie et de la pratique, là, de faire qu'est-ce qui est possible de faire. De toute façon, il y a un désir, en tout cas dans cette histoire-là, de faire une fable écologique quand même aussi, un peu audacieuse et disjonctée, mais qui se passe dans un royaume où tout fond, donc il y a des changements climatiques. C'est intéressant de faire des clins d'œil à ça. Carl Vincent, qui travaille avec nous dans le fond pour le projet, et Pierre-Louis avaient fait une première étape jadis, où est-ce qu'ils avaient exploré un peu des popsicles, une courte forme, puis on trouvait ça intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé l'idée, je les ai relancés, puis on s'est dit qu'on voulait aller plus loin en essayant d'explorer vraiment la matière plus brute de la glace. Donc, avec la résidence, on a pu bénéficier d'une formation en moulage avec Claude Rodrigue. Donc, on a appris à mouler, on a façonné nos premiers personnages, on a appris à mouler en silicone, puis en faisant des chapes de plâtre. Donc, on a vraiment mis la main pour apprendre un peu cette technique-là. Puis, là, il fallait tester, en fait, avec de la glace pour voir si on était capable de mouler de la glace dans du silicone. Fait qu'il y a eu des belles surprises. Parce qu'on devait quand même savoir on était à quelle température quand on travaillait. Donc, on notait un peu sur 1 heure de travail une marionnette qui sortait du congélo, parce qu'on avait notre congélateur à côté qui servait à garder nos marionnettes déjà glacées, les former. Mais quand on les sortait et on les manipulait, on observait en 1 heure de travail, elle avait fondu comment. Aussi, il y a des trucs que tu peux pas vraiment explorer à la maison, tu sais. T'as besoin d'un lieu dédié à juste pouvoir bouger, rechercher, sortir cette matière-là. Puis c'était parfait parce que je pense qu'on était rendu là, à vraiment avoir les trucs de glace, les bouger, leur donner des corps, leur donner des formes. Ça donne le goût de faire encore plus de tests. Donc on a pris quelques décisions par rapport au corps des personnages, par rapport à leur trouver des mains pour leur permettre d'être plus expressives comme marionnettes. Mais aussi, toutes ces idées-là, tous ces tableaux-là, on dirait que ça donne corps au récit, ça donne le goût de l'écrire, ça donne le goût d'avoir une ébauche de texte pour savoir où ça s'en va, puis quelles sont les images qu'on a besoin vraiment de concrétiser. On y va de laboratoire en laboratoire, puis là, cette étape-là nous aura permis de tirer beaucoup de conclusions, puis vraiment d'avoir une idée très claire de l'histoire vers laquelle on veut aller.
La compagnie Escadron Création a débuté sa résidence à l'automne 2019. Ils devaient la terminer au printemps 2020, mais bon, évidemment, à cause de la pandémie, finalement, ils l'ont terminée ce printemps-ci. Le projet a beaucoup évolué depuis, mais ils avaient été sélectionnés de toute façon pour leur recherche en théâtre documentaire pour adolescents. Et cette dimension-là est demeurée, ainsi que pour la recherche sur les adolescents et le devoir citoyen. Je m'appelle Benjamin Desiel, de la compagnie L'Escadron Création. C'est le fun parce que là, en ce moment, le sujet se précise. On vient de sortir de résidence. Donc, ce qu'on sait, c'est que là, en ce moment, pour vrai, de vrai, on veut parler de la mobilisation citoyenne chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. On aimerait bien que le spectacle puisse devenir presque tout public. On veut parler des réchauffements climatiques, on veut parler de la problématique de la carboneutralité dans notre société et comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'atteindre cette carboneutralité-là. Et pour ce faire, on va se mettre en action. On a décidé d'une liste de actuellement 10 actions à poser au quotidien. Et ces actions-là, si elles sont appliquées, disons, par une majorité de la population mondiale, ça réduirait les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, on va mettre ça en application, oui, chez nous, donc les membres de l'équipe, mais aussi chez des cobayes, des gens qui sont issus de plusieurs milieux, des gens qui ne sont pas que comédiens, disons, ou qui sont que issus du milieu des arts. Il va y avoir du monde de partout, en tout cas, on l'espère. Près de 75 personnes, peut-être, qui se prêteraient au jeu et qui essaieraient d'appliquer ces actions-là à leur quotidien. De même que la décroissance. Donc, on aimerait vraiment fouiller aussi. C'est un sujet qui s'est rajouté. Et semble-t-il que la décroissance aurait de réels impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on veut essayer avec monsieur, madame, tout le monde, puis d'avoir des données. On veut des données probantes qui vont nous servir par la suite à écrire un spectacle. On veut faire des entrevues avec des spécialistes du domaine pour avoir, encore une fois, des données, pour avoir des éléments, des extraits à présenter lors du spectacle. Puis là, mais par la suite, on va essayer d'aller chercher nos fameux cobayes, nos 75 cobayes. Puis peut-être que c'est pas assez. Peut-être que les spécialistes vont me dire « Ah, tu devrais avoir peut-être 200, 250 cobayes au minimum pour que ça vaille quelque chose. » Puis là, à ce moment-là, on essaiera d'en avoir plus. Mais on va chercher les cobayes, puis avec eux, on va tenter d'appliquer les actions au quotidien, de même que la décroissance. Le spectacle devrait prendre vie probablement dans 2 ans. Mais c'est correct, on prend notre temps. C'est ça la décroissance. Un spectacle, ça se fait pas en criant ciseaux. Puis une recherche non plus, fait qu'une recherche scientifique, parce que c'est presque de la recherche scientifique qu'on veut faire, donc on prend le temps. Mais grâce au Cube, pour vrai, on a vraiment avancé, puis là, on le sait où on s'enligne. On se dit qu'au moins l'art vivant peut vraiment faire changer les choses, plus que de simples brochures passées dans la rue ou des gens trop alarmistes, disons, qui vont nous dire que la fin est proche. Au moins là, c'est politique comme geste, puis c'est ce qu'on veut faire. Je m'appelle Martin Boisclair, je suis coordonnateur artistique du Cube. Au printemps 2020, comme vous le savez, tout s'est arrêté. Le Cube a tout de même lancé un appel de candidature pour les résidences de cette année, dont l'agenda a été défini, bien sûr, par les impératifs de la santé publique et également par l'utilisation des salles de répétition par le Clou et le Carrousel, les 2 organismes qui nous fournissent des espaces. Au fil des mois, l'horaire a été plus d'une fois chamboulé à cause de la réouverture et de la refermeture des salles de spectacle et quelques résidences ont donc dû être déplacées. La Floraison des souvenirs est un très beau projet, très touchant de l'artiste Karolina Chmielewski-Tanaka. Sa résidence a dû être reportée au début de l'été et nous avons très hâte de voir comment évoluera ce projet dont il se dégage une grande humanité. La compagnie Synthèse Additive qui nous a proposé une résidence de création pour leur projet Scotch, une coproduction internationale qui, on peut le deviner, a rencontré quelques difficultés en raison de la mixité des équipes françaises et québécoises qui devaient se déplacer sur les 2 continents. Et finalement, si la crise sanitaire continue de se résorber, ils devraient être avec nous, enfin, à la fin de l'été. Louise Allaire, quant à elle, a proposé au Cube un projet nécessaire sur les conditions favorables à l'expérience esthétique. Un projet axé sur les créateurs et qui permettra à Louise de partager les résultats de sa recherche de maîtrise et d'éprouver sur le terrain ses théories. J'aimerais en terminant remercier chaleureusement les 2 directeurs techniques, Nicolas Fortin du Carrousel et Jean Duchesneau du Clou, pour tout le soutien qu'ils ont pu apporter aux résidents.
Et je veux aussi dire un immense merci pour leur aide précieuse aux équipes et aux directions artistiques et générales des 2 compagnies. Benoît Vermeulen, Émilie Champoux, Gervais Gaudreau, Marie-Ève Huot, Nathalie Ménard, Monique Gosselin et Sylvain Scott, merci énormément. Merci également à ma complice, Marie-Luce Gervais, à la direction générale du Cube, et un merci aussi tout particulier à la cellule artistique du Cube. Ben, vraiment, merci le Cube pour cet accueil-là au fil des dernières années et cette année 2020. Merci le Cube pour votre super accueil. Merci au Cube. Ouais, merci beaucoup. Merci le Cube. Merci le Cube. Merci le Cube. Merci beaucoup. Merci le Cube. Hey, merci. Merci au Québec. Je vous aime. Je vous trouve demandant, mais ça doit être ça, être professionnel. Merci à toutes les créatrices et à tous les créateurs qui ont participé à cette saison. Merci pour votre soif de recherche et vos envies d'innovation dont on a besoin plus que jamais. Merci de faire exploser les limites et en même temps de mettre en lumière les possibles des arts vivants. On se tourne maintenant vers l'avenir. L'appel de projet à résidence pour la saison 21-22 vient de se terminer et on a reçu déjà une foule de projets galvanisants. Et comme vous savez peut-être, nous avons eu l'annonce du renouvellement du financement du projet de mobilisation qui nous permet de rêver que peut-être dans 2 ans, nous pourrons vous accueillir dans l'ancienne église Sainte-Brigide pour le 1er juin des écritures théâtrales 2023. D'ici là, on vous souhaite un bel été et bon 1er juin! Bon 1er juin! Thank you.